C'est un des désaccords que j'ai avec le Rassemblement national. Quand les députés du Rassemblement national ont voté contre l'amendement dont je vous parlais à l'instant, quand ils ont refusé de conditionner le RSA à 15 heures d'activité par semaine, en réalité, ils encouragent la crise migratoire. Bonjour François-Xavier Bellamy. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. Alors vous êtes professeur de philosophie, vous êtes surtout député européen. En tout cas, c'est surtout pour cela que vous êtes connu par nos lecteurs et nos auditeurs. Vous conduisez la liste LR pour les élections européennes qui arrivent. Alors ma première question va peut-être être celle-ci. Est-ce que cette campagne n'est pas un peu différente des précédentes ? Est-ce qu'à la faveur de la crise agricole et énergétique, les Français n'ont pas pris conscience de l'ampleur du pouvoir de Bruxelles ? Je pense en effet qu'aujourd'hui, tout le monde voit à quel point, parfois pour de bonnes raisons, parfois pour de très mauvaises, l'Europe est aujourd'hui rentrée dans notre quotidien. Vous avez cité ces deux exemples. Ce sont des sujets sur lesquels nous nous sommes battus au Parlement européen. Par exemple, sur la question de l'énergie, le nucléaire a été combattu à Bruxelles pendant très longtemps, y compris par les députés de la majorité présidentielle. Et c'est un combat que nous avons réussi à renverser en faisant en sorte que le nucléaire ne soit plus systématiquement exclu des politiques européennes, en réformant le marché de l'électricité pour déconnecter le prix du gaz du prix de l'électricité, ce qui évidemment était un problème majeur pour la compétitivité du pays et puis pour les familles en France. Ce sont des sujets qui sont extrêmement concrets. Parfois, on a aussi mené des batailles qu'on a perdues. Le 100% véhicule électrique qui va être imposé à tous les constructeurs européens d'ici 2035. Évidemment, une folie à laquelle nous nous sommes opposés, mais qui aura été permise par la majorité du Parlement européen qui va, sur des sujets comme cela, de l'extrême gauche jusqu'aux macronistes. Et tout le monde voit bien, à la faveur de cette élection, à quel point le destin de notre pays est aussi lié à celui d'un continent qui aujourd'hui est d'une certaine façon en train de se décider. Ces élections vont bien sûr y contribuer. Alors diriez-vous, comme on l'entend souvent, que tout se décide à Bruxelles ? Est-ce que ce n'est pas une façon pour nos gouvernants de se défausser ? Nous n'y pouvons rien, c'est Bruxelles qui décide. Non, effectivement, je ne dirais pas ça, et pour une raison assez simple, c'est qu'aussi nos gouvernants ont une responsabilité dans ce qui se décide à Bruxelles. Moi, je suis au Parlement européen où je mène les batailles que je peux et avec toute l'énergie que je dois. Mais le fait est que, en réalité, le cœur de la décision politique reste porté sur beaucoup de sujets par les chefs d'État et de gouvernement qui se réunissent pour porter ensemble des propositions politiques. Et quand on parle du fait que nos États sont de moins en moins souverains, quand on parle du fait que la Commission européenne, et c'est l'un des grands problèmes aujourd'hui, ne cesse de s'arroger des compétences qu'elle n'est pas censée avoir, en sortant même parfois de la lettre et de l'esprit des traités européens, en fait, c'est bien souvent avec le consentement et souvent à la demande des États. J'ai eu l'occasion, par exemple, de tirer le signal d'alarme sur le projet d'un grand emprunt européen qui a été contracté à l'issue de la crise du Covid pour financer un plan de relance européen. Cet emprunt était totalement inutile parce qu'aucun État européen n'avait de difficulté pour accéder au crédit. En revanche, il était dangereux parce que, alors que la Commission n'a pas le droit d'aller théoriquement s'endetter sur les marchés, cet emprunt lui donnait un pouvoir de contrôle budgétaire renforcé sur les États membres. Et le fait est que cet emprunt, il a été demandé par nos États et notamment par la France. Le président de la République a souhaité se saisir de cette crise pour en faire l'occasion d'une forme d'avancée dans ce que Raymond Aron appelait le fédéralisme clandestin. C'est-à-dire qu'on part d'une crise qui est réelle et on dit voilà, on a besoin que l'Europe s'en occupe et pour qu'elle s'en occupe, il faut qu'elle prenne des pouvoirs qui ne lui ont jamais été consentis par les Français dans aucun référendum, dans aucune consultation, qui ne sont pas partis, encore une fois, du périmètre actuel des traités. Cette espèce de saut fédéral, encore une fois, effectivement, on doit le combattre, on peut le regretter, mais on ne peut que reconnaître qu'il est d'abord l'effet de la demande même des États. Et encore une fois, notamment du nôtre. Et c'est là où je crois qu'en effet, ce serait une erreur de penser que
tout notre avenir se décide à Bruxelles, parce que Bruxelles est aussi l'effet de ce que demande Paris et toutes les autres capitales. Et est-ce que cette cession de souveraineté, ce don de souveraineté, finalement, si je comprends bien, est-ce qu'il est irrémédiable? Est-ce qu'une fois que le clic est passé, vous pensez qu'aucun gouvernant ne pourra revenir en arrière? Ou c'est quelque chose sur lequel on pourra revenir à l'avenir, pardon? Moi, je ne crois pas à l'inéluctable, et je me suis engagé en politique parce que je ne crois pas à l'inéluctable. Rien n'est écrit d'avance, et il n'y a pas un sens de l'histoire qu'il faudrait accepter, auquel il faudrait consentir. C'est bien souvent l'argument de nos opposants, comme vous le savez, qui nous disent à longueur de plateau de télévision que de toute façon, tout est écrit et l'on vient trop tard. Que les flux migratoires, on ne les arrêtera pas, que les transferts de souveraineté, on ne les renversera pas, que le fait que nos États aient de moins en moins de capacité de maîtriser leur destin est le sens même de l'histoire. Je ne crois pas du tout à ça. Et je pense que ce qui compte aujourd'hui, c'est de reconstruire non seulement un cap politique qui corresponde à ce qu'attendent les Français, mais de reconstruire la politique. De sortir de ce discours qui voudrait que les gouvernements soient là pour expliquer aux gens à quoi ils doivent s'adapter. C'est ce que, d'une certaine manière, les dirigeants de nos pays et de la France en particulier ont expliqué aux Français depuis très longtemps. Ce sera d'ailleurs le slogan de Renaissance dans cette élection, « Besoin d'Europe », comme si, d'une certaine façon, on allait justifier le travail européen en expliquant qu'en fait, on en est dépendant et qu'on n'a plus le choix, en fait. On en a besoin. Mais c'est, je crois, complètement faux. Et la situation d'un pays qui est contraint de s'adapter à la marge d'une histoire qui s'écrit sans lui, c'est la situation d'une société qui est profondément fragilisée, qui est fatiguée, qui est atteinte de maladies. C'est ce que Canguilhem, dans Le Normal et le Pathologique, Canguilhem est un grand philosophe et un grand médecin à la fois, explique que l'animal qui est contraint de s'adapter à son milieu, l'être vivant qui est obligé de s'adapter à son environnement, c'est un être qui a perdu la santé. La santé, c'est la possibilité d'adapter son milieu à soi. Et singulièrement pour nous, qui avons une conscience, une liberté, nous ne voulons pas subir notre destin, nous ne voulons pas qu'on nous explique qu'il y a de l'inéluctable, de l'irréversible, que de toute façon les traités, le droit, la Constitution, les jurisprudences, tout ça fait que, en fait, on ne peut plus décider de rien. Nous ne voulons pas avoir à nous adapter à un état de fait, nous voulons adapter notre histoire à ce que nous aurons décidé qu'elle doit être. Alors moi, je vais être un peu plus prosaïque que vous, moi philosophe, mais c'est vrai qu'on a le sentiment qu'il y a plus de pilotes dans l'avion, il y a des hôtesses de l'air qui rassurent les passagers. C'est vrai que c'est quelque chose d'un peu angoissant. Alors pour aller dans le surtout concret... quand l'avion est en train de s'écraser et que les hôtesses de l'air nous expliquent que tout va bien. Tout va bien, voilà, et qu'il y a des perturbations très fortes. Alors, on va partir dans le concret, alors que la colère des agriculteurs gronde, en France comme à Bruxelles, mais dans d'autres pays européens. Les députés européens ont donné ce 20 février, je crois, leur nil obstat à la nouvelle version d'un accord de commerce avec le Chili et le Kenya. Est-ce que l'Europe est un léviathan sourd et aveugle? Est-ce qu'elle n'a pas vu cette révolte? En fait, pour comprendre ces accords de commerce, il faut, ou plus exactement pour comprendre le problème majeur qu'ils constituent, il faut les rapporter à un autre vote important qui a eu lieu cette semaine. Je crois que le vrai sujet pour l'agriculture européenne, c'est pas les accords de libre-échange. J'ai voté contre ces accords, comme toute notre délégation, mais ce serait un mensonge de dire aux agriculteurs, et ils le savent très bien d'ailleurs, que ce qui détruit notre agriculture, ce sont ces accords de libre-échange. La vérité, c'est que, d'ailleurs, l'Europe a relativement peu d'accords de libre-échange avec le reste du monde, même si elle commerce avec le monde entier, les accords de libre-échange. Elle en a 40 quand même, me semble-t-il. Mais la plupart des aires géographiques avec lesquelles on échange et qui, aujourd'hui, font l'essentiel de notre déficit commercial, ne sont pas caractérisées par des accords de libre-échange. Prenez la Chine, par exemple. On n'a pas d'accord de libre-échange avec la Chine, ni avec les États-Unis. Ce sont les partenaires commerciaux les plus importants. Non, mais le Kenya est le premier producteur de roses. Le Chili peut quand même nuire à notre agriculture. Oui, mais même si, encore une fois, ce dont on parle dans ces accords, ce sont des tonnages relativement faibles, plus faibles que l'accord de commerce avec la Nouvelle-Zélande, auquel je me suis également opposé, qui va conduire à faire venir de l'autre bout du monde des tonnes d'agneaux dans de l'azote liquide et du lait en poudre importé. C'est vraiment une folie absolue. Et vous savez que ça, c'est lié au Rainbow Warrior. Vous vous souvenez de cette oui, l'agneau de Nouvelle-Zélande? Ça date. Mais c'est lié aussi au fait que la plupart des pays européens sont excédentaires commercialement. Ça veut dire qu'en moyenne, ils exportent plus qu'ils n'importent. Ce qui est la situation inverse de la France, qui est, elle, pour le coup,
déficitaire commercialement depuis très longtemps. On parle souvent du déficit budgétaire, on dit la France est endettée, c'est terrible, c'est vraiment effectivement un problème, mais le déficit le plus grave pour notre pays, pour la santé de notre pays, c'est le déficit commercial. Depuis des années maintenant, nous devenons un pays de consommateurs qui ne produit plus ce qu'il consomme et qui alimente ce qu'il importe en finançant sa consommation courante avec de la dette publique et la cession de ses actifs stratégiques. Voilà, c'est ça que la France est en train de devenir aujourd'hui. Et le fait est que le problème de ce point de vue-là, ça n'est pas tant les accords de libre-échange en tant que tels, même si je m'y suis opposé. Le vrai grand problème pour la France, c'est qu'elle n'est plus capable de produire, c'est qu'elle n'est plus compétitive. Le vrai problème, c'est que nous avons asphyxié ceux qui travaillent dans notre pays en particulier, dans toute l'Europe, mais en France singulièrement, à coup de normes, de charges, de règles, de contraintes insurmontables. Aujourd'hui, pour un entrepreneur en France, pour un chef d'entreprise de PME, de TPE, pour un artisan, pour un agriculteur, le vrai grand problème n'est pas de trouver des clients et de réussir à faire face à ses concurrents. Le vrai grand problème, c'est d'affronter la charge administrative improbable qui est accumulée sur les épaules de ceux qui travaillent en France et de réussir à aller chercher des subventions pour pouvoir combler les trous dans les déficits que ces contraintes peuvent provoquer. Et c'est pour ça que je vous dis que cette semaine, le vote qui me paraît le plus significatif, pour comprendre le scandale de cet accord avec le Chili ou le Kenya, c'est le vote d'un texte qui s'appelle « Restauration de la nature ». Alors qu'il faisait de grandes et belles promesses aux agriculteurs français au Salon de l'agriculture, en leur expliquant qu'il allait leur libérer la vie de toutes ces contraintes, qu'il allait sortir de la France des tracas, qu'il allait faire la pause environnementale. Vous vous souvenez de ce que disait Emmanuel Macron? C'était juste il y a quelques jours. Eh bien, 3 jours plus tard, fin des promesses, à Strasbourg, les parlementaires macronistes font le contraire et votent un texte qui s'appelle « Restauration de la nature », un texte qui est vraiment emblématique de cette décroissance agricole dans lequel l'Union européenne embarque aujourd'hui nos filières. Avec l'idée, c'était le point de départ, qu'il fallait geler 10% de la surface agricole en Europe. C'est-à-dire, regardez cette folie. On crée toujours plus de contraintes. On va demander aux agriculteurs demain, et ça c'est dans le texte actuel tel qu'il a été voté, de fournir des statistiques sur le nombre de papillons qu'ils ont dans leurs exploitations, de compter le carbone organique dans les sols, de faire du reporting et d'envoyer des formulaires. Et simultanément, on vote l'accord avec le Chili et le Kenya qui va faire venir sur nos marchés des productions importées sans respecter évidemment absolument aucune de ces règles. C'est ça le vrai scandale. Le vrai scandale n'est pas... Et moi, je suis convaincu que si les agriculteurs français étaient dans des conditions de concurrence loyales, ils n'auraient aucun problème pour convaincre les Français avec des produits qui seraient d'un coût plus abordable et qui seraient d'une qualité extraordinaire au regard de ce qui vient de l'autre bout du monde. Le vrai problème, c'est qu'on les place dans une situation de concurrence déloyale qui est organisée par ceux-là même qui prétendent leur imposer des règles environnementales de plus en plus exigeantes, tout en faisant venir dans de l'azote liquide des agneaux de l'autre bout du monde. Alors, pour les règles environnementales, je comprends tout à fait, mais les charges sociales, le modèle social français est ce qu'il est, et il est évident qu'il ne peut pas rivaliser avec des pays dans lesquels il est bien différent, où les conditions de travail sont très difficiles. D'ailleurs, je pense précisément au Kenya, je me suis un peu intéressée à la question, les femmes travaillent très durement, 6 jours sur 7. Comment voulez-vous rivaliser ? Mais le fait est qu'il y a quand même aussi un avantage compétitif à fabriquer vous parliez des fleurs ou des légumes, puisque c'est aussi ce qu'on peut importer de ce pays. Il y a quand même un vrai avantage à produire ça localement. Le faire venir de l'autre bout du monde, il faut vraiment être très, très, très en retard dans la capacité de concurrence pour être obligé de faire venir de l'autre bout du monde des produits qui sont encore moins chers malgré les coûts que représentent le transport, la transformation sur le marché européen. Le fait est qu'aujourd'hui, vous parlez de modèle social français, mais en fait, nous héritons d'un modèle antisocial. Il faut regarder les choses comme elles sont. La vérité, c'est que le pays aujourd'hui vit dans une situation désastreuse pour son intérêt à long terme, parce que nous avons arrêté de produire, parce que nous avons arrêté de travailler, mais aussi dans une situation désastreuse pour les personnes, pour les Français, qui sont pour beaucoup d'entre eux plongés soit dans une forme d'assistanat qui constitue une trappe à pauvreté perpétuelle, soit dans un travail qui ne paye plus. Le poids des charges est tellement écrasant qu'il y a dans notre pays énormément de Français qui travaillent et qui travaillent très dur aussi et qui n'arrivent plus à s'en sortir, qui ne peuvent plus finir les fins de mois, qui n'arrivent plus à payer les besoins les plus immédiats de leur famille. Le logement est devenu un cauchemar. Faire face aux factures d'énergie, faire face aux besoins d'alimentation est devenu un problème pour beaucoup de Français. Vous avez des centaines de milliers de Français qui sautent régulièrement des repas parce qu'ils ne peuvent plus se les payer.
et qui pourtant sont salariés, et qui pourtant travaillent, ou bien qui sont artisans, qui sont en profession libérale, qui n'arrivent plus à vivre de leur boulot. Ça, c'est pas un modèle social. C'est un modèle antisocial. Et il faudra bien qu'on s'attaque à cette question. Et c'est ce que nous proposons d'ailleurs avec la droite, parce que c'est, je crois, notre responsabilité. C'est ce que nous proposons pour faire en sorte de sortir de cette situation aberrante où vous avez dans ce pays 5 millions de chômeurs au sens de Pôle emploi. Et la première difficulté des entreprises, le premier problème pour la croissance économique en France, c'est qu'il y a trop de besoins de recrutement non pourvus. Parlez à n'importe quel patron de restaurant dans cette rue, parler à n'importe quel artisan, à n'importe quel agriculteur. On n'arrive plus à recruter des salariés agricoles nulle part. Et on a 5 millions de chômeurs. On appelle encore ça un modèle social, mais il faut dénoncer cette folie. Et c'est pour ça que, par exemple, nous avons proposé à l'Assemblée, nous avons déposé un amendement il y a quelques mois de cela pour que le RSA, le revenu de solidarité active, soit conditionné à 15 heures d'activité pour sortir les gens de l'assistanat. 15 heures d'activité pour se former, pour se préparer à un métier, pour pouvoir sortir de cette situation de dépendance dans laquelle notre modèle français a enfermé des millions de personnes. Et vous pensez que la solution, c'est de faire venir une main-d'œuvre à bas coût immigrée, comme le proposent certains ? Il me semble que la personne qui est derrière vous sur la liste, qui est une agricultrice, a tenu ce genre de discours à une radio ou à une télévision. Alors j'ai peut-être mal compris, peut-être que ses propos ont été tronqués, mais c'est l'occasion d'éclaircir. Ah, effectivement, c'est le drame de la vie médiatique aujourd'hui, c'est que on est vite pris au piège d'un raisonnement tronqué. Elle a dit, quand on lui posait la question de savoir si, comme le gouvernement le propose, il faut régulariser les travailleurs clandestins dans les filières agricoles, elle a dit littéralement que ça pourrait ressembler à une solution pour les agriculteurs, mais que c'était pas comme ça qu'on allait se sortir des problèmes de l'agriculture française. Et il se trouve que le média qui l'interrogeait a publié un tweet en prenant la première partie de sa phrase qui a fait scandale pour des raisons que je comprends très bien. La vérité, si on la regarde en face, c'est que c'est la droite française, c'est les Républicains qui ont bataillé pour interdire au gouvernement, et qui ont obtenu ça au moins, malgré le Conseil constitutionnel, pour empêcher que le gouvernement ne crée un droit opposable à la régularisation dans les métiers en tension. C'est les parlementaires des Républicains qui se sont battus pied à pied sur la loi immigration pour empêcher ces régularisations massives que voulait Gérald Darmanin et qui ont réussi à l'éviter à la France. Bien sûr, nous ne sommes pas au pouvoir, ça ne vous aura pas échappé. Bien sûr, le Conseil constitutionnel a vidé de sa substance les victoires que nous avions acquises dans le reste de cette loi, mais ça, au moins, a été permis par les parlementaires, les Républicains. Pour le reste, les questions que vous posez sont liées à la discussion qu'on avait juste avant. Je ne crois pas une seule seconde, et ça a été le sens de notre combat, que ce soit en faisant venir des travailleurs étrangers qu'on va résoudre les problèmes de main-d'œuvre en France. Et ce serait aberrant de le croire dans un pays où il y a effectivement 5 millions de chômeurs français aujourd'hui. Je ne le crois pas du tout, mais pour pouvoir éviter cette fuite en avant migratoire, alors il faut qu'on s'attaque au problème de ce modèle social. Il faut qu'on s'attaque à la trappe de l'assistanat. Il faut qu'on s'attaque à cette spirale de la dépendance aux aides sociales qui a été organisée dans notre pays et qui fait que pour beaucoup de Français, aujourd'hui, il est parfois plus coûteux d'aller travailler que de rester dans une situation de dépendance aux aides sociales. C'est ça la gravité très, très grande de la situation où nous nous trouvons placés. Et moi, je dis qu'en fait, ceux qui refusent de toucher effectivement au caractère pernicieux de cette situation de dépendance et d'assistanat, ceux qui refusent de remettre en cause la catastrophe qui est devenue ce modèle social français, ceux-là, en fait, se rendent complices de l'immigration illégale. Et des quantités incroyables d'immigration légale que le gouvernement autorise dans ce pays. C'est un des désaccords que j'ai avec le Rassemblement national. Quand les députés du Rassemblement national ont voté contre l'amendement dont je vous parlais à l'instant, quand ils ont refusé de conditionner le RSA à 15 heures d'activité par semaine, en réalité, ils encouragent la crise migratoire. Parce que, à la fin, si on ne ramène pas la France au travail, si on ne travaille pas plus dans ce pays, si les Français ne travaillent pas plus, alors, évidemment, les entreprises continueront, ce que je regrette, bien sûr, mais les entreprises continueront de faire venir par tous les moyens possibles des travailleurs étrangers pour pallier ces difficultés de recrutement qui les handicapent aujourd'hui. Est-ce qu'on ne peut pas voir le problème à l'envers et se dire que les entreprises pourraient payer mieux les salariés ou l'État diminuer les charges sociales ? Que l'État diminue les charges sociales, bien sûr, mais pour diminuer les charges sociales, il faut aussi avoir moins de charges à payer.
Donc c'est un cercle vicieux. Il faudra bien qu'on se sorte de cette situation. Je le redis, vous avez 5 millions de personnes qui sont au chômage et où beaucoup d'entre elles trouvent, quand vous additionnez toutes les aides qu'elles peuvent obtenir, une situation plus favorable dans le fait de rester dans cette situation de dépendance que de retourner au travail. Et moi, je ne les blâme pas. Et j'ai rencontré l'autre jour une jeune femme qui travaille dans la coiffure. Elle m'expliquait qu'elle avait traversé une période de chômage. Elle a des enfants. Elle est dans une situation qui fait qu'elle pouvait bénéficier de beaucoup d'aide et de soutien. Quand elle a décidé de retourner travailler, quand elle a retrouvé un emploi, eh bien, elle a perdu au total par rapport à ce qu'elle pouvait recevoir avant, ce dont elle pouvait bénéficier. Comment vous voulez demander aux Français d'être des héros au point qu'ils doivent accepter d'aller travailler quand ça leur coûte plus cher que de ne pas travailler? C'est ça la folie dans laquelle on est aujourd'hui. Mais ceux qui refusent d'y toucher, et encore une fois, je regrette que ce soit le cas du RN, et que sur cette question-là, comme sur bien d'autres, comme sur le sujet des retraites, comme quand Marine Le Pen prend fait et cause pour les syndicalistes de Sudrail dans la grève qu'ils ont déclenchée récemment, moi je dis que ceux qui refusent de toucher à cette paralysie que crée aujourd'hui un droit social dévoyé, eh bien, sont aussi en train de contribuer à la crise migratoire que notre pays connaît. Alors précisément, nous pouvons arriver à cette question de politique intérieure qui rejoint aussi la question des élections européennes. Je vais peut-être me faire l'écho de ce que disent souvent nos lecteurs à votre sujet. Alors le premier point, c'est qu'ils disent qu'il y a 3 candidats à droite, Marion Maréchal Le Pen, Jordan Bardella et François-Xavier Bellamy. Enfin, c'est comme ça que vous pourrez peut-être me dire que certains ne sont pas à droite de votre avis, mais en tout cas c'est comme ça que nos lecteurs le voient. Et il y a finalement un papier de cigarette entre eux. Donc, quelle est votre spécificité? Alors, vous l'avez un peu expliqué ces quelques minutes, mais par exemple, par rapport à Marion Maréchal, qui sur ces questions-là, je crois que Reconquête rejoint LR. Vous avez beaucoup de convergences. En fait, le vrai sujet, c'est, dans cette élection européenne, comme d'une manière plus générale, comment défendre nos idées. Moi, j'ai toujours été de droite. J'ai toujours été de cette sensibilité, de ce tempérament, de ce tour d'esprit qu'est la droite. Je crois au clivage et je crois que le vrai grand clivage, c'est celui qui distingue la droite et la gauche. Je n'ai jamais cru au en même temps et je pense que la conversation civique, elle s'organise autour de ces 2 grands tempéraments, de ces 2 manières de voir le monde que sont la droite et la gauche. Et j'observe d'ailleurs que c'est le clivage qui traverse les démocraties européennes en général. D'ailleurs, au Parlement européen, les 2 grandes forces politiques qui s'affrontent sont, d'un côté, la droite européenne. Le premier groupe au Parlement européen, c'est celui du PPE. Et de l'autre côté, la gauche, les socialistes, qui malheureusement, avec leurs alliés, qui vont des macronistes à l'extrême gauche, réussissent trop souvent encore à gagner des batailles. Mais c'est ça le clivage. Mais est-ce que le clivage n'est pas l'enracinement, enfin les anywhere et les somewhere, comme dirait Goudart, plutôt qu'aujourd'hui la gauche et la droite? Est-ce que vous mettez dans la droite? Il y a une droite mondialiste qui le rejoint, la gauche mondialiste. En fait, le problème est que on manque de clarté dans la définition de ce clivage parce qu'on est en train de sortir tout juste, en particulier en France, on est en train de sortir tout juste des conséquences de l'effondrement du mur de Berlin. Le marxisme a profondément perturbé la définition de ce clivage parce que pendant tout le XXe siècle, en tous les cas pendant la deuxième moitié du XXe siècle d'une manière encore plus forte, la grande barrière politique, c'était celle du mur de Berlin et c'était celle de savoir si on était à l'Est ou à l'Ouest, si on était pour une économie administrée ou pour une économie libre. Et donc, le clivage s'est concentré de façon très structurante pendant les dernières décennies sur les sujets d'économie. Mais le vrai clivage le plus profond entre la gauche et la droite, il n'est pas là. Et on est en train de le redécouvrir. Pour moi, le clivage entre la gauche et la droite, c'est le clivage entre 2 tempéraments. L'un qui regarde dans la réalité d'abord ce qui doit être transformé, la gauche, qui veut détruire, défaire, déconstruire avec le sentiment d'une révolte perpétuelle contre des injustices, qu'elles soient réelles ou supposées. Et puis de l'autre côté, la droite, qui elle regarde d'abord dans le monde ce qui mérite d'être transmis, avec la conscience de la fragilité des biens qui sont dans nos mains et qui sont pourtant nécessaires à la vie, et nécessaires à une vie humaine qui soit vraiment une vie humaine. Et de ce point de vue-là, je me suis toujours senti de droite, parce que la droite, c'est d'abord une inquiétude d'une certaine manière, c'est un émerveillement et une inquiétude.
Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce qu'encore une fois, je crois que c'est le grand clivage. Le clivage mondialiste, patriote, le clivage entre les anywhere et les somewhere. J'ai eu l'occasion d'y travailler de très près. J'ai publié un petit livre qui s'appelle Demeure pour montrer effectivement à quel point la fascination du mouvement était aujourd'hui prégnante dans notre vie politique. Mais elle est profondément l'essence même de la gauche, en fait. La volonté de tout mettre en marche, de tout transformer, de tout changer, c'est le cœur même de la gauche. Et pour ma part, moi, je me sens, effectivement, on m'a souvent reproché d'être conservateur, mais je me sens d'abord appelé à transmettre. C'est aussi mon métier de professeur qui fait ce tour d'esprit, peut-être. Je crois que c'est ça qui fait la droite. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, la grande question est comment définir le meilleur lieu pour défendre nos idées. Et ce que dit en réalité Marion Maréchal, ce que dit la création même de Reconquête, c'est... Voilà, la droite de gouvernement, pour le dire dans les termes consacrés, la droite qui a été aux responsabilités, elle nous a déçus, elle nous a fait défaut et nous n'avons plus confiance. Elle nous a même peut-être écœurés et nous décidons d'écrire une histoire ailleurs. Moi, je comprends parfaitement le sentiment de ceux qui ont le sentiment que la droite, quand elle était au pouvoir, n'a pas été à la hauteur. Je comprends parfaitement qu'on puisse regarder ce parti, aussi bien en France d'ailleurs, avec les Républicains, qu'au Parlement européen, avec le PPE. Je comprends qu'on puisse regarder ces partis de droite comme ayant un passif et qu'on puisse se concentrer tout le temps sur le fait de revenir sur ce passif. Mais pour moi, la vraie question n'est pas comment est-ce qu'on juge le passé, parce qu'en plus, je ne me sens pas d'une certaine façon... la mission prioritaire de passer mon temps à faire un inventaire. La vraie question qui se pose, c'est comment on écrit l'avenir. Et ces partis-là, ils ont peut-être un passif, mais ils sont aussi un actif. Les Républicains, en France, ce sont des milliers d'élus qui, tous les jours sur le terrain, dans la moitié des communes de France, travaillent pour le bien commun des villes où ils s'engagent. C'est le groupe majoritaire au Sénat, c'est un groupe important à l'Assemblée nationale, c'est la première force politique au Parlement européen. Et moi, ma question à tous les électeurs de droite, c'est est-ce que vous allez abandonner ça ? Est-ce que vous allez laisser ce levier à d'autres que vous? Ma question à tous ceux qui veulent que la droite soit représentée et que demain, elle puisse donner à la majorité de ce pays, la majorité silencieuse qui veut que la France se relève, une majorité politique, ma question c'est, est-ce qu'on va s'en sortir en abandonnant le navire? C'est ça la vraie question en fait. Je comprends encore une fois qu'on ait pu être déçu, mais dans ce cas-là... si chacun commence à créer son parti, ça devient bizarre de parler d'union des droites. Voyez. Alors, vous me tendez la perche. Je vais vous parler très franchement, tel qu'on me le dit. Les gens me disent, il est bien sympathique, ce jeune bel ami, mais que fait-il chez LR et par voie de conséquence au PPE? Mais vous l'avez dit, ce qui nuit à LR, c'est une présomption d'insincérité, avec en toile de fond la question européenne, le traité de Lisbonne, ratifié signé fin 2007, début 2008 par Nicolas Sarkozy, qui a mis à mal le vote par référendum sur le non à la Constitution européenne. Tout cela, vous pensez qu'il n'y a pas un péché originel qui fera que jamais LR n'arrivera à retrouver la confiance d'un certain nombre de Français? Vous pensez que vous arriverez à lutter contre ce passif-là? Moi, le premier vote de ma vie, c'était la première fois que j'allais voter, c'était pour le référendum de 2005 et j'ai voté non. Donc voilà, je partage le sentiment de ceux qui considèrent que ce vote n'a pas été entendu comme il le fallait. Encore une fois, on ne va pas épiloguer indéfiniment sur le passé. La vérité, c'est que si on regarde le bilan de la droite quand elle était au pouvoir, beaucoup de choses ont été bien faites, beaucoup de choses allaient mieux en France qu'aujourd'hui, beaucoup de choses peut-être n'ont pas été à la hauteur. Je n'ai aucun problème pour l'assumer, je l'ai dit, je l'ai écrit. Maintenant, j'ai un goût assez peu prononcé pour la repentance et je crois qu'on partage ça. La vraie question qui se pose pour nous maintenant, c'est comment on écrit l'avenir. Et je crois qu'aujourd'hui, le grand piège qui guette l'électorat de droite, le piège qui le menace, le piège qu'a toujours organisé la gauche pour empêcher la droite d'être au pouvoir et d'agir quand elle y était, c'est le piège de la division. Et ceux qui, d'une certaine manière, parlent le plus d'union des droites, en fait, aujourd'hui, je le regrette, je dis ça sans jugement moral, parce que je comprends très bien que les discernements politiques soient d'abord libres, évidemment, et ensuite que chacun fasse le choix qu'il pense devoir faire dans le clair-obscur de la situation actuelle. Mais je regrette de voir aujourd'hui que ceux qui parlent le plus d'union des droites ont, d'une certaine façon, créé
une écurie de plus. Moi, il m'arrive aussi que des gens me disent la même chose que l'objection que vous partagiez à l'instant, en me disant mais vous devriez y aller, vous devriez créer votre parti. Mais je vais créer mon parti. Alors très bien, on y va. Je vais peut-être faire 3% à toutes les élections et puis j'entraînerai avec moi tous ceux qui peut-être m'aiment bien. Mais où est-ce que je les conduirai ? Dans quelle impasse entrons-nous ? Parce que c'est ça quand même la question. Et le fait est, encore une fois, je crois, parce que je suis de droite, je crois aux continuités historiques. Je crois au temps long. Et dans le temps long, il y a un parti politique en France qui a la responsabilité de réunir les électeurs de droite. Il a réussi parfois cette mission, parfois il y a échoué. En tous les cas, aujourd'hui, il me semble qu'on ne fera pas sans lui. Et la vraie question qui se pose, c'est comment réussir demain à réunir tous les électeurs de droite si on fracture, si on fragmente encore plus le paysage politique à droite? C'est ça la question. Alors, vous parlez d'union des droites, vous y croyez? Parce que je constate que jusqu'à présent, il y a eu un cordon sanitaire assez fort. Jean-Pierre Soisson, qui vient de mourir, a été victime en son temps, ou Charles Millon, de cette interdiction de franchir le Rubicon vis-à-vis, par exemple, de ce qui s'appelait du RN, mais à l'époque, ça s'appelait le FN. Est-ce que vous croyez qu'une union des droites est possible? J'ai été très frappée, par exemple, de voir qu'Éric Ciotti a défendu, ou à Marine Le Pen, il y a quelques jours, quand elle avait été très durement attaqué par Gabriel Attal à l'Assemblée. Il a dit quelque chose comme tout ce qui est excessif est insignifiant. Vous pensez qu'à terme, ce cordon sanitaire est condamné entre les partis de droite? Que même avec vos divergences, vous pourriez travailler ensemble? En fait, heureusement, j'espère que nous avons toujours, en tous les cas pour ce qui me concerne, comme Éric Ciotti, montré la loyauté nécessaire pour reconnaître les attaques quand elles sont injustes. C'est l'occasion d'ailleurs de dire ici à quel point j'ai été révolté d'apprendre que Marion Maréchal avait été agressée au Salon de l'Agriculture. J'ai eu l'occasion de lui dire, mais je lui redis ici mon soutien. On peut avoir des désaccords sur la meilleure manière d'agir, on peut avoir des divergences sur le fond. Il n'en reste pas moins qu'effectivement, il faut ne pas en rester à des réflexes pavloviens. C'est absolument nécessaire. Mais la vraie question, en fait, c'est celle que vous posez derrière l'idée de l'union des droites. C'est, pour moi, la vraie question, comment réunir demain tous les électeurs de droite pour construire cette majorité politique dont nous avons tellement besoin. Et je le redis, en fait, aujourd'hui, je ne vois pas où est l'option autre que celle qui consiste à relever de l'intérieur le parti qui a pour mission de représenter les électeurs de droite. C'est pour ça que je me suis engagé chez LR, pour rien d'autre. Je m'y suis engagé pour faire peser la ligne que je crois nécessaire. Je ne suis pas tout seul dans cette voie, on est très nombreux. Et je crois que d'ailleurs LR est le parti, même s'il porte avec lui, vous le disiez à l'instant, cette image d'insincérité, c'est le parti qui s'est montré le plus constant, le plus cohérent, le plus déterminé dans les dernières années pour porter une ligne claire. J'observe que vous évoquiez le Rassemblement national, n'a pas eu besoin d'être au pouvoir d'une certaine manière pour se contredire sur presque tous les sujets, notamment sur l'Europe. Vous voyez, il y a 5 ans, le Rassemblement national faisait une fête le soir du Brexit en disant c'est l'avenir de la France. Maintenant, on dit non, on est absolument opposé au Frexit. Donc, si vous voulez trouver demain un parti qui soit parfaitement pur, parfaitement cohérent, qui n'ait jamais dévié, jamais varié, jamais déçu, si vous voulez, par ailleurs, je me permets de le dire, trouver un parti dans lequel on ne trouve que des gens absolument exceptionnels, admirables en tout point, vous ne voterez plus jamais, en fait. C'est terminé. Donc la question n'est pas celle-là. La question, c'est où faut-il aller pour que vos idées puissent gagner, puissent être représentées, puissent peser. Et moi, je le redis, encore une fois, au Parlement européen, c'est l'expérience que j'ai vécue pendant les 5 ans de ce mandat, nous revenons, à la différence de beaucoup de nos concurrents, nous revenons devant les électeurs français avec la constance des combats que nous avons menés, avec les résultats que nous aurons pu obtenir, avec les batailles que nous avons livrées de l'intérieur, qui sont pas toujours simples, évidemment, qui sont pas toujours faciles. On a évoqué sur Boulevard Voltaire le sujet, on pourra y revenir si vous voulez, mais de ce rapport sur la conscience historique européenne. Oui, c'est intéressant d'ailleurs. On rentre effectivement dans des batailles qui sont rudes, qui sont compliquées, mais quand on s'y engage et quand on mène des bras de fer et quand on est là à l'intérieur des institutions, au cœur même des discussions pour réussir à faire peser les choses dans le bon sens, eh bien on arrive à bouger les lignes, on arrive à changer les choses. On aura obtenu au Parlement européen, au cours des dernières années, de réintégrer le nucléaire dans les énergies stratégiques poussées par les politiques européennes. On aura obtenu de faire en sorte que les 10% de gel de la surface agricole utile qui étaient portés par Pascal Canfin et par la gauche décroissante soient épargnés à nos agriculteurs et aux consommateurs que nous sommes. On aura pu gagner
des batailles symboliques importantes en interdisant à la Commission européenne, par exemple, de continuer à financer ces publicités monstrueuses qui faisaient la promotion du hijab. C'est un amendement que j'avais déposé. Et c'est aussi un amendement que j'ai déposé qui a fait que la gestation pour autrui, dans quelques semaines, sera considérée dans un texte contraignant de l'Union européenne comme un cas de traite d'êtres humains et à ce titre réprimé. Ce sont des batailles qu'on n'aurait pas d'ailleurs forcément été certain de gagner au tout début du mandat. Que la GPA soit l'objet d'une condamnation d'un texte contraignant de l'Union européenne, c'était le moins qu'on puisse dire, pas forcément gagné d'avance. C'est 1 an et demi de travail. Mais ça, j'ai pu l'obtenir parce que je suis au sein de ce groupe où effectivement ce qui compte c'est de réussir à peser, de faire gagner nos idées. Si j'avais été si j'avais consacré toute mon énergie politique à ressasser la déploration de ce qui n'a pas fonctionné dans les années précédentes, eh ben on n'aurait pas beaucoup bougé. Et j'observe que ceux qui effectivement ont choisi ce créneau-là reviennent aujourd'hui, bien qu'ils aient eu des résultats souvent supérieurs aux nôtres au cours des dernières années, mais reviennent aujourd'hui devant les Français sans avoir rien obtenu, sans avoir rien changé. À la fin, si on prend au sérieux le destin du pays, si on prend au sérieux ce qu'exige le bien commun, ce qui compte, c'est pas seulement de parler, de faire des diagnostics, des constats, des critiques, de trouver des mots pour dire la réalité. Ce qui compte, c'est pas seulement la parole, même si elle est importante bien sûr. Ce qui compte, c'est l'action et la réalité de l'action et la manière dont l'histoire change à travers la politique. Alors parlons peut-être de l'élection de Ursula, du choix de Ursula von der Leyen. Vous avez dit que vous ne souhaitiez pas vous prononcer pour elle. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi et est-ce que vous pensez que ce sera l'option prise par le reste du PPE ? C'est vrai qu'aujourd'hui, elle cristallise, elle a un peu la figure de cristallisation des mécontentements. Mais vous avez dit, je crois, dans les colonnes du Figaro, qu'elle avait été poussée par Emmanuel Macron. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Ursula von der Leyen, elle vient de la CDU allemande, mais elle n'était pas la candidate du PPE dans la dernière mandature. Le candidat du PPE, c'était dans l'élection européenne Manfred Weber. Et au sens des résultats de l'élection européenne, la bonne pratique entre les institutions aurait voulu que Manfred Weber soit désigné par les chefs d'État et de gouvernement comme président de la Commission européenne. Il y a un système, c'est ça. Un système avec un nom qu'on n'a toujours pas réussi à traduire, le Spitzenkandidat, qui veut qu'effectivement, pour plus de transparence, les partis politiques en Europe disent avant l'élection qui ils voudraient pousser pour la présidence de la Commission européenne au cas où ils gagneraient. Et ce ne sont pas les parlementaires qui désignent le président de la Commission, ce sont les chefs d'État et de gouvernement. Mais la tradition s'était établie qui voulait que, pour respecter cette transparence, les chefs d'État et de gouvernement nommaient le candidat du parti qui avait gagné. Alors, comment s'est passé ce coup d'État ? Ça a été un coup d'État, pas contre les traités, parce que ça n'est pas dans les traités, mais disons contre cette bonne pratique de transparence. Et Emmanuel Macron a choisi le camp de l'opacité, comme souvent, en faisant ressortir des tiroirs une candidate que personne n'avait imaginée, Ursula von der Leyen. Il s'est associé à l'époque, ça a été un grand regret, mais enfin il s'est associé avec Viktor Orban à la table du Conseil pour faire barrage à la candidature de Manfred Weber. Manfred Weber est un conservateur bavarois qui est président de notre groupe, et quand je vois la ligne politique qu'il a défendue pendant tout le mandat, notamment pour protéger l'agriculture, pour sortir de cet agenda décroissant, pour faire en sorte de retrouver des frontières en Europe qui nous permettent d'arrêter les flux migratoires, je me dis que s'il avait été à la présidence de la Commission, l'histoire aurait sans doute été différente. Le fait est qu'Ursula von der Leyen, vous le disiez, pendant les 5 ans qui viennent, je le dis sans animosité, mais il faut regarder la réalité du bilan, elle a incarné cette Europe qui fragilise nos pays, qui fragilise nos citoyens, ceux qui travaillent dans nos pays, qui a fait porter sur leurs épaules cet agenda de contraintes, de contrôle, de surveillance permanent, qui fait qu'on se retrouve aujourd'hui, par exemple, devant cette colère agricole tellement légitime et tellement compréhensible. Et donc nous disons très simplement, avec la droite française, avec les Républicains, que nous ne soutiendrons pas, nous n'avons pas soutenu sa candidature en 2019, nous ne la soutiendrons pas plus en 2024. Mais du reste, comme les élections ne se sont pas passées, théoriquement, elle ne devrait pas présenter sa candidature, puisque c'est le parti gagnant, non, qui présente son candidat. Et donc le problème, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, elle se porte candidate pour un deuxième mandat, alors même que, d'une certaine manière, on ne sait même pas encore quel sera le processus de désignation, puisqu'il a été tellement chahuté en 2019, ce processus, que
on est encore dans l'incertitude la plus totale sur la manière dont les choses vont se passer au lendemain de l'élection européenne. Moi, ce que je voudrais dire simplement, parce que cette élection, elle se déroule en France, on sera des formations politiques françaises qui se présentent devant les électeurs français. Ça, c'est très important pour moi. Je ne suis pas partisan, au contraire, des listes transnationales que pousse Emmanuel Macron. Et donc, nous assumons devant les Français la ligne que nous défendrons. Et nous disons très clairement qu'y compris au sein du PPE, nous nous opposerons à la réélection d'Ursula von der Leyen. J'ai eu l'occasion de le lui dire en face mercredi dernier, puisque je l'ai rencontré au Parlement européen dans une réunion de notre groupe où j'ai pris la parole avec clarté pour lui dire les choses de façon très directe et franche. Elle vous a répondu ? Elle m'a répondu en effet, mais je n'ai pas été très convaincu par la réponse. Donc voilà, on va tenir cette ligne, ce sera notre cap. Et j'observe d'ailleurs que la formation politique en France qui soutiendra la réélection d'Ursula von der Leyen dans cette position, c'est manifestement celle de Renaissance, celle d'Emmanuel Macron. Au moins, les choses sont claires et on pourra avancer là-dessus. Et votre candidat sera Manfred Weber ou non ? En fait, je considère qu'on n'a plus la possibilité d'avoir un candidat dans la mesure où le principe même de ces candidatures à la tête de la Commission a été détruit en 2019 par le fait que les chefs d'État et de gouvernement ont refusé de s'y plier. Et les deux chefs d'État et de gouvernement qui ont fait barrage aux Spitzenkandidat en 2019, Emmanuel Macron et Viktor Orban, ont pour propriété d'être tous les deux toujours autour de la table du Conseil. Donc il n'y a aucune raison d'imaginer que les choses soient remises à plat. Il faudra certainement, parce que moi je crois à cette transparence, il faudra qu'on puisse réussir à faire en sorte que demain, il soit contraignant que les citoyens dans nos pays puissent élire d'une certaine manière par leur vote celui qui dirigera la Commission européenne. Aujourd'hui, le grand problème de cette Commission, c'est qu'elle est constituée de gens qui ne sont pas élus, comme Ursula von der Leyen, et ça crée un déficit démocratique absolument désastreux et une forme d'irresponsabilité parfois de la Commission. Vous disiez tout à l'heure, est-ce que la Commission est aveugle ? Je crois que c'est la question que vous employez. Est-ce que la Commission n'entend pas ce que disent les gens ? C'est aussi lié au fait que, effectivement, elle n'a pas à rendre de compte puisque les commissaires qui la constituent n'ont pas été élus par les citoyens. Je ne pense pas qu'il faille faire un gouvernement européen où les gens soient tous élus, mais je pense malgré tout qu'il faut rendre la Commission responsable devant les citoyens de nos pays pour faire en sorte qu'elle ne soit plus cette espèce d'objet qui, finalement, échappe à toute espèce de contrôle. Alors là, peut-être pour finir, la petite musique de fond que l'on entend actuellement, c'est... tout est foutu, si vous me permettez cette expression un peu vulgaire. Beaucoup de gens se disent c'est pas la peine d'aller voter, de toute façon c'est cuit. Regardez, en matière migratoire, même Giorgia Meloni n'arrive à rien faire. Donc autant aller passer le week-end ailleurs. Alors on sait que l'abstention c'est un parti important dans notre pays. Qu'est-ce que vous diriez à ces Français-là aujourd'hui pour les convaincre d'aller voter ? Il y a une phrase de Marc Aurèle dans Les Pensées qui dit « Les batailles que je n'ai pas livrées, je me console trop facilement dans la certitude qu'elles étaient perdues d'avance. » Je sais que je parle à des gens qui suivent Boulevard Voltaire et donc des gens qui savent ce que signifie le combat, le fait de porter des idées, de s'engager parfois à contre-courant. Et moi, je voudrais dire simplement ce que je disais en commençant. Le fait est que l'expérience que j'ai vécue au Parlement européen, c'est que quand on s'engage dans une bataille et qu'on la mène jusqu'au bout, si on a la détermination, si on a le courage, la persévérance, la patience, si on fait l'effort d'être assez sérieux pour être à la hauteur des enjeux, si on s'oblige à travailler d'une manière qui effectivement est peut-être plus discrète que les artifices de communication dont la politique est aujourd'hui saturée, alors on peut gagner des batailles. On ne les gagne pas toujours, mais on peut en gagner. Au Parlement européen, sur les sujets les plus importants, vous parliez d'immigration, les sujets les plus clivants, typiquement les sujets migratoires, on a affronté pendant tout ce mandat ce bloc de gauche qui allait des macronistes à l'extrême gauche et qui a parfois perdu, parfois gagné, mais ça s'est toujours joué à quelques voix d'écart. Le texte sur la restauration de la nature, qui devait geler 10% de la surface agricole utile en Europe, il est passé sur 700 députés à 12 voix d'avance. Et donc le vote que vous allez faire demain au Parlement européen, selon qu'il enverra une personne de plus ou de moins dans les groupes où ça va se jouer, dans les partis qui vont faire la différence, dans les formations politiques qui devraient pouvoir vous représenter et où vous devez envoyer des gens qui défendront vos idées, ces élections européennes, elles peuvent changer non seulement le destin d'un continent,
mais aussi, évidemment, le destin de notre pays qui est directement lié à ce qui se passera demain au Parlement européen. Sur les sujets migratoires, ça a été... Exactement. Ça a été très frappant de voir que beaucoup d'éléments très positifs ont été poussés sur les questions migratoires pendant ce mandat. On a réussi à obtenir, par exemple, de rompre avec la logique désastreuse que la Commission voulait imposer avec Emmanuel Macron, de la relocalisation des migrants. C'était le rêve macroniste. Cette relocalisation obligatoire dans les pays européens, elle est écartée désormais des politiques européennes. C'est déjà une première victoire. Il y avait d'autres choses très intéressantes, poussées notamment par Giorgia Meloni. Je pense par exemple au fait que les procédures d'asile doivent maintenant se faire à la frontière européenne et que quand des gens arrivent demain à Lampedusa, à Lesvos, en Grèce, sur les frontières terrestres de la Pologne ou des États baltes, eh bien, il faut qu'ils soient maintenus à la frontière dans des centres où on considère que juridiquement, ils ne sont pas en Europe pour garantir qu'on ne puisse pas faire d'une demande d'asile l'occasion détournée d'une immigration illégale, ce que l'asile est devenu manifestement aujourd'hui aux yeux et aux vues de tous. Donc tout ça est plutôt positif, mais le fait est que dans cet équilibre extrêmement tendu des forces politiques, la gauche a toujours réussi à mettre les contre-feux qui désamorcent toutes ces avancées positives qui ne sont pas encore rentrées en vigueur, mais malgré tout qui n'auront pas tout leur effet à cause encore une fois, à cause de ces contre-feux que la gauche a réussi à insérer. L'enjeu du prochain mandat, c'est est-ce qu'on va réussir à retrouver un cap qui soit vraiment clair? Et ça se joue à très peu de choses près, encore une fois. Ça va se jouer à quelques voix, sans doute, dans le Parlement de demain. Et ça va se jouer à quelques voix, en particulier à l'intérieur d'un groupe comme le mien, le PPE, où la ligne va devoir se déterminer autour d'une forme de courage, avec la volonté d'une rupture avec la passivité de l'Europe jusqu'à maintenant. Et donc la vraie question, c'est est-ce que vous allez laisser l'histoire se faire sans vous ou est-ce que vous allez contribuer à l'écrire? Et je crois que ces élections auront un rôle déterminant et que dans un moment comme celui-ci, on n'a pas le droit par défaitisme ou par paresse, par distance, peut-être par superficialité, on n'a pas le droit de ne pas se préoccuper de la manière dont notre voix, dont votre voix peut contribuer à faire vraiment changer l'histoire. Merci François-Xavier Bellamy. Merci à vous. Merci chers lecteurs de Boulevard Voltaire. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de la partager. Je vous souhaite un bon dimanche.